Depuis un siècle et demi, le tutu est le symbole même de la danse classique. Bien plus encore, il est l'emblème de la ballerine. Sa popularité ne s'est jamais démentie. Et toutes les petites filles qui rêvent de danse ont un jour souhaité porter un tutu. Le tutu magnifie l'allure de la danseuse, glorifie la noblesse de ses mouvements et la rend incomparablement belle. Il impose aux yeux de tous comme une évidence la majesté du style académique dans sa perfection. Combien d'apparitions merveilleuses ont vu le jour grâce à lui, au point que l'on pourrait se demander ce qu'il serait advenu des grands ballets du répertoire s'ils n'avaient pas existé. A priori, rien ne destinait ce costume, né presque par accident, à prendre une telle importance dans l'histoire de la danse. Le tutu allait jouer un rôle déterminant dans l'évolution du langage chorégraphique, en favorisant l'éclosion d'un nouveau répertoire. Depuis, on n'a cessé de réinventer le tutu sous les formes les plus variées. Tutu long ou mi-long, tutu court, en galette, à cerclette, à plateau, tutu plongeant, tutu houppette. Ces 1001 métamorphoses furent suscitées par les ballerines qui l'ont adopté avec passion. Grâce à elle, le tutu a tissé les fils d'une des plus belles légendes de la danse. De toutes les visions que le tutu a suscitées, c'est probablement celle du peintre Degas qui sont à la fois les plus populaires et les plus passionnantes. Coïncidence, c'est vers la fin du XIXe siècle, dans la période où Edgar Degas peint le foyer de la danse de l'opéra, que l'on commence à parler de tutu pour désigner la tenue de la danseuse. Le tutu est alors composé d'un bustier et d'un ample jupon fabriqué avec une gaze de coton nommée tarlatane. Alors, pourquoi l'appelle-t-on tutu? Là, on ne sait pas très bien. On n'a jamais vraiment très bien su. Est-ce que tutu est un diminutif de tulle? Ou est-ce que c'est un diminutif de cul, comme pampan-tutu, en fait, ce qu'on dit aux enfants? On n'a jamais vraiment bien su d'où sortait ce terme, qui, bien évidemment, est un terme du métier. Hein. C'est le vocabulaire de la tribu. Hein. On dit un tutu. Ceci dit, à l'époque, on ne l'écrit pas. Et on trouve donc jupon, juponnage, mais on ne trouve pas tutu. Ça fait partie du vocabulaire parlé, mais pas du vocabulaire écrit. Et c'est à la fin du XIXe siècle qu'on commence vraiment, à ce moment-là, à trouver écrit ce terme de tutu, mais pas avant. Plus d'un siècle après la naissance officielle du tutu, l'Opéra de Paris propose la première exposition qui lui fut jamais consacrée. Les modèles exposés au Palais Garnier permettent de découvrir les multiples visions de ce costume singulier qui n'a cessé de faire rêver des générations de danseuses. La danseuse de l'Opéra de Paris, la danseuse classique, c'est le tutu, les pointes, le diadème. Oui, c'est le côté paillettes, stars, lumière, plateau. C'est l'image que se représente le public.
c'est une parure. Alors, on donne un maximum pour la chorégraphie, pour l'ouvrage qu'on nous a confié, mais aussi portant le costume qui nous glorifie, comme dans La Belle au Bois dormant, dans le Pot de classique d'Aubert. Moi, c'est un rêve de petite fille aussi, le tutu. Hein. Ça appartient aussi, quand on dit une danseuse, quand on dit danseuse étoile, quand on dit danse classique, je pense que ça représente aussi tout ce qui est autour du tutu. Ah bon, on attend qu'il soit beau, mais aussi qu'il soit fonctionnel. Il faut être à l'aise. Hein. Je veux dire qu'il faut pouvoir danser correctement, il faut pouvoir bouger sans gêne, il faut qu'au niveau du corsage, on n'ait pas de problème, de façon à ce qu'il n'y ait pas des choses qui dégagent au moment où on a un cambré. Donc il faut arriver à ce que ce soit vraiment comme une seconde peau. C'est un peu comme si vous habitiez dans une fleur. Vous faites partie d'une fleur et vous sortez de là. Et c'est très agréable. On se sent obligé d'être à la hauteur de la beauté qui vous entoure. Oui, quand il ne vous va plus, on a de la peine à le voir au placard, disons. On aimerait bien le récupérer, même pour pas pour l'avoir, enfin pour l'avoir à soi. J'aime porter un tutu, j'aime la rigidité même du tutu, parce que le bustier vient directement du corset, c'est l'héritage direct du corset. J'aime le dessin même du corps féminin dans le tutu. Pour moi, le tutu, dans sa généralité, c'est d'abord un tutu romantique long. Mais quand je pense vraiment tutu, le mot tout seul tutu, je pense tutu court, qui met en valeur les jambes de la danseuse. Vous savez, il y a des dessins comme ça du Bauhaus, de Kandinsky, avec des formes. Et c'est vrai que le tutu, et surtout quand on est dans cette grande salle de grand théâtre de l'Opéra Garnier, et quand on est en haut, on voit la forme comme ça, qui tourne, qui virevolte, qui s'incline. Donc c'est aussi une forme. On a déjà été dans des pays lointains et qui ont trouvé le tutu très étrange, par exemple, vous voyez, qui ont trouvé, ils n'ont pas compris pourquoi nous avions cette chose comme ça autour de nous, en tulle. Et c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais au départ, c'est vrai que le tutu a été quand même beaucoup plus long, et puis au fur et à mesure, le tutu s'est raccourci, la jambe s'est révélée, on a osé vraiment montrer un peu plus les jambes des danseuses. Le tutu le plus court que l'on ait conçu est celui créé par Calvé pour Zizi Jeanmaire dans la fameuse Carmen de Roland Petit. Le tutu naît en France, le tutu naît à Paris, le tutu naît à l'Opéra de Paris. Ça fait beaucoup pour notre maison. Et il naît à l'occasion de la Sylphide, en 1832, où le peintre Eugène Lamy dessine pour la danseuse Marie Taglioni, ce qui est peut-être l'ancêtre du tutu. Présenté au centre même de l'exposition, le costume de la Sylphide, ancêtre de tous les tutus, doit d'avoir revu le jour dans son état de splendeur première au travail de reconstitution du chorégraphe Pierre Lacotte. En 1972, l'Opéra de Paris renouait grâce à lui avec le ballet mythique de Philippe Taglioni que l'on avait délaissé depuis plus d'un siècle. La restitution de cette œuvre fondatrice du ballet romantique fut l'objet de recherches minutieuses pour les ateliers de costumes de l'Opéra de Paris, chargés de recréer les tutus originaux. Alors nous voici dans l'atelier de couture de l'Opéra où on exécute les costumes de la Sylphide et notamment les tutus qui sont faits, vous voyez, sur une basque de tulle et qui sont, chaque volant est posé à une distance différente pour permettre d'une part au tutu de bouffer mais pas trop à la taille
Et il y a des corsages qui sont mis au-dessus, vous voyez, qui s'adaptent sur cette basque. Et les bustiers sont exactement ceux faits pour Marie Taglioni, qui est là et s'est ornée d'un ruban bleu tel que l'avait Marie Taglioni. Je vais vous montrer également un tutu. Une fois qu'il est terminé, vous voyez, il est recouvert après les volants de tulle d'un organza de soie qui est fait spécialement à Lyon. Ce tissu est extrêmement rare, on ne s'en sert plus à l'heure actuelle, mais on le fait tisser spécialement lorsqu'on remonte la sylphide. D'après les recherches que j'avais faites, c'est exactement cet organza de soie qui continue le mouvement et qui donne ce côté vaporeux extrêmement romantique. Les corsages eux-mêmes sont à l'intérieur balénés pour permettre de bien serrer la taille. Et vous voyez la basque dont je vous parlais, à l'intérieur avec les volants qui sont cousus à des hauteurs différentes. Voilà, et tout le romantisme et la fluidité du deuxième acte de la sylphide reposent dans ces merveilleux costumes qui sont faits par les ateliers de couture de l'opéra. Plusieurs événements ont contribué à l'apparition de ce costume, qui va demeurer jusqu'à nos jours la parure de la ballerine classique, concrétisant son rêve éternel de légèreté. Il n'en fut pas toujours ainsi. En 1661, Louis XIV fonde l'Académie royale de danse, avec la volonté de fixer le mouvement dans des règles précises, ouvrant ainsi les portes du classicisme. La scène est alors le privilège exclusif des danseurs masculins. Il faudra attendre une vingtaine d'années pour que les femmes fassent leur entrée sur la scène de l'Académie royale de danse. Entravées dans de lourdes robes, elles ne peuvent hélas rivaliser avec leurs partenaires masculins. Et le costume de danse au début était simplement une variation du costume de cour. Les danseuses portaient sur la tête de lourdes perruques, avaient des plumets énormes, avaient des grandes manches pendantes, avaient des bijoux lourds, des robes très lourdes. Le costume très lourd, ça porte aussi à avoir des mouvements très amples et très larges et très nobles, exagérés aussi peut-être. Grâce au tonnelet qui dégage la jambe, les hommes développent une technique spectaculaire qui assure leur suprématie. Cette forme évasée à partir de la taille, qui se portait là aussi avec des collants et des culottes, en fait, dans le cas du tonnelet, et qui donne cet aspect rond qui inscrit en fait déjà le danseur dans l'espace. La forme ronde, qu'on considère comme une des formes parfaites, le cercle est une forme parfaite, se trouve déjà effectivement dans ce costume. C'est probablement un des ancêtres du tutu. Au début du XVIIIe siècle, deux danseuses exceptionnelles vont contribuer de façon décisive à l'évolution du ballet et de son costume. La première, Marianne Cupie de Camargo, bat l'entrechat avec une telle ardeur que Voltaire déclare qu'elle est la première à danser comme un homme. Pour mettre en valeur ce vocabulaire de battement que l'on nomme batterie, elle raccourcit sa robe et invente, pour protéger sa pudeur lors des sauts, le caleçon de protection. Marie Salé, quant à elle, ira plus loin, se débarrassant des paniers pour paraître en tenue de mousseline à la grecque, cheveux défaits. Elle semble ainsi répondre aux vœux de Jean-Georges Novaire, qui, dans ses écrits sur la danse, aspire à un allègement du costume trop contraignant pour le danseur. À partir du moment où les danseurs ont une technique qui s'affermit, ils ont envie de la montrer, et on les comprend. Et à partir de là, à la limite, ce sont presque les danseurs qui ont imposé cette simplification du costume et pas le costumier lui-même. En 1796, le ballet de Charles Didlot, Zéphyr et Flore, réalise l'exploit impossible du danseur, s'envoler dans les airs grâce à de judicieux effets de machinerie.
En 1815, pour la reprise de ce ballet à Paris, une jeune danseuse nommée Geneviève Gosselin va faire sensation, tant par son costume que par son aptitude à monter sur les pointes. Prouesse nouvelle et stupéfiante. Et Geneviève Gosselin apparaît avec un tutu, un début de tutu, car en fait c'est une robe avec petit corset, mais avec des juponnages froncés en organdie, avec piqué de quelques fleurs. Mais déjà le ton était beaucoup plus clair, le côté diaphane de la jupe commence à donner un aspect très différent. Et elle a été d'ailleurs une des premières danseuses à faire quelques premiers pas sur pointe. Mais cette figure de l'élévation sur pointe sera portée à son plus haut niveau par la ballerine Marie Taglioni, qui reprendra Zéphyr et Flore 13 ans plus tard. Curieusement, la jeune danseuse italienne sera conduite à jouer un rôle décisif dans l'histoire de la danse sous le costume d'une nonne. C'est probablement de ce costume dessiné par Dufayet pour le ballet de Robert le Diable, opéra de Giacomo Meyerbeer, que va naître la première ébauche du tutu romantique. L'événement se déroule dans le nouvel opéra que l'on a construit rue Le Pelletier. Son directeur est le docteur Véron. Ce diable d'homme va modeler le destin de l'opéra et de la danse pour la plus large partie du XIXe siècle. L'extraordinaire docteur Véron, directeur de l'opéra et grand personnage et personnage hors du commun, seul directeur de l'opéra à avoir fait fortune à l'opéra, va effectivement savoir avec une grande intelligence et un grand sens politique comment il faut attirer à l'opéra la classe qui monte au pouvoir à l'époque, qui est la classe bourgeoise. Et il va avoir une idée du public et un sens du public extraordinaire. Et bien évidemment, tous ces le grand opéra, ce qu'on a appelé le grand opéra, comme le ballet romantique, qui sont des inventions de l'opéra de Paris, vont naître à cette époque-là. Et inonder l'Europe. Voici dans les débris du monastère antique. Robert le Diable va donc marquer l'histoire scénique de l'opéra par une série d'innovations esthétiques et techniques qui se focalisent sur le troisième acte. En 1876, soit 35 ans après la création, Edgar Degas peint à la demande du baryton Jean-Baptiste Faure le ballet des nonnes de Robert le Diable. Pour évoquer cette scène fondatrice du ballet romantique, il reproduit fidèlement le décor du cloître imaginé par Cicéry. Baignés par la lueur blafarde de la lune, les tombeaux des nonnes ensevelies s'entr'ouvrent pour laisser s'échapper leur spectre dans une danse macabre. Souhaitant accentuer la dimension macabre du cimetière des nonnes, Cicéry invente un éclairage aussi inédit que génial, le contre-jour. Plongeant les spectateurs dans un sentiment d'admiration et de stupeur, cette scène devint un moment d'anthologie. Tout d'un coup, lorsque le rideau s'est levé sur ce très beau décor du cloître peint par Cicéry, tout d'un coup, les gens ont retenu leur souffle. C'était la première fois que des danseuses dansaient tout ensemble en blanc. Et de là est né le fameux ballet blanc, l'aspect romantique au clair de lune. Je pense qu'ils ont dû découvrir les merveilles que l'on pouvait faire avec les éclairages, avec le blanc comme ça, et ce côté à la fois pur et un petit peu inquiétant. Aujourd'hui, c'est probablement la procession des Willis dans le deuxième acte de Gisèle qui pourrait le plus justement traduire la vision fantastique du fameux tableau des nonnes de Robert le Diable. Cette scène des nonnes de Robert le Diable n'avait pas qu'une dimension morbide. Débarrassées de leur linceul, les danseuses si charmantes dans leurs robes de mousseline blanche rivalisaient de coquetterie et de séduction pour vouer Robert à la damnation éternelle. L'une d'elles subjugue son partenaire, le ténor Adolphe Nourri, qui incarne le rôle-titre. Il s'agit bien sûr de Marie Taglioni. Nourri sera séduit au point d'écrire pour elle l'argument du premier ballet romantique de l'histoire de la danse, la Sylphide. À cette époque-là, enfin un tout petit peu avant, a été introduit dans l'école de danse puis dans le ballet un cours de mime, en fait, que pouvaient suivre aussi bien les danseurs que les chanteurs. Et Nourri a suivi ce cours pendant un moment.
Ça l'a certainement entraîné à fréquenter davantage le monde de la danse, les danseurs, les chorégraphes. Nourri a eu l'intelligence, avec les gens de l'époque, de voir tout le parti qu'il pourrait tirer du développement de cette figure fantomale et de l'invention d'une danse nouvelle à partir de cette figure fondamentale. Créée le 12 mars 1832 sur la scène de l'Opéra de Paris, la sylphide et son costume entraient dans l'histoire de la danse. La dame qui est dans ce costume, qu'on n'appelle pas encore un tutu, dans ce costume de la sylphide est très importante. Marie Taglioni était certainement une femme intelligente, avec une grande conscience de son art et de sa condition d'artiste, pas facile à assumer dans ces années-là, mais en même temps, physiquement, elle n'avait pas du tout le gabarit qu'on demandait aux danseuses et aux jolies femmes de l'époque. On sait qu'elle était maigre, très maigre, qu'elle avait des membres très longs. Beaucoup, d'ailleurs, se sont gaussés d'elle à cette époque. Et son père a eu la merveilleuse idée d'inventer des positions nouvelles. Au lieu d'avoir les bras en première position, il lui a fait croiser les bras sur la poitrine, il a mis les bras croisés en bas, ce qui a donné une autre nuance où elle avait un bras sur l'épaule. Elle n'avait jamais les bras tendus complètement car elle avait, paraît-il, de très grands bras. Et au lieu d'un défaut, c'est devenu une qualité. Je crois que le tutu inventé pour la sylphide, dont elle est la créatrice, l'héroïne, et qui est complètement fabriqué sur elle, en fait, ballet fait sur elle par son père, très probablement le peintre Lamy, qui a inventé ce costume, a travaillé avec elle. Pour souligner le caractère immatériel de ce personnage, qui ne semble jamais toucher terre dans son tutu immaculé, on aura recours aux techniques les plus sophistiquées de la machinerie. Symbole de l'appartenance de la sylphide au monde des airs, les petites ailes parées de plumes de paon vont autoriser des effets de vol aussi poétiques que spectaculaires. Marie Taglioni apparaît sur des gravures pieds nus. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas besoin d'artifice pour devenir ange.
Même pas besoin de la petite invention du joli chausson. Mais le tutu de la Taglioni allait surtout favoriser le développement d'un nouveau vocabulaire chorégraphique qu'elle enrichit par son art incomparable de la pointe. La Taglioni n'est pas la première qui a dansé sur les pointes. Il y a eu beaucoup de danseuses qui ont essayé. Certaines même faisaient des gestes pour monter sur les pointes et des gestes pour descendre. C'est vous dire à quel point ça pouvait être certaines fois ridicule. Mais Taglioni a travaillé avec une science et un art extraordinaire et est arrivé à cacher l'effort de monter sur les pointes, à trouver le chausson idéal pour exécuter ses mouvements et à les rendre absolument aériens et d'une beauté extraordinaire. Le tutu long permet de mettre plus en valeur le travail du pied de la pointe, car en fait, il est un petit peu plus isolé par la longueur du tutu. Les élans comme les courses, les sauts, les envols et la batterie sont beaucoup plus mis en valeur, à mon avis, parce que l'effort est masqué par la jupe. Vous ne voyez que l'envol, vous voyez les pieds tricotés, faire de petits tactés très raffinés dans ce satin rose, ce qui est très joli, et tout l'effort. Car finalement, pour donner cette danse extrêmement légère et romantique, il faut beaucoup de force physique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et tout cela est masqué par le tulle et donne ce gonflant, léger, agréable à regarder. Pierre Lacotte a retrouvé la chorégraphie, a retrouvé ses petits pas, cette légèreté. C'est vraiment très agréable de se replonger dans cette époque-là, avoir l'impression à nouveau d'avoir un corset. Il faut de temps en temps revenir à certaines sources, se retrouver dans ce style romantique. Quant au corset qui est normalement porté sous ce bustier, il nous permet un maintien merveilleux. Et dans les moments où le ballet est assez éprouvant, parce que ce sont des ballets où, d'après les écrits, et c'est ainsi que Pierre l'a reconstitué, on n'arrêtait pas, il faut un souffle, une force physique extraordinaire. Le corset permet une tenue de buste et de se reposer même avec, je veux dire, on respirait plus du haut du buste par là. Et tout cela était très maintenu et défatigué à la longue, au lieu de fatiguer. Un corset défatigue énormément et donne une très jolie ligne. Ça permet d'appuyer la taille davantage, ne pas avoir ce côté trop rebondi qui n'est pas très joli. Même la viseuse, ça sera plus joli, ça sera plus joli, hein, mais non, mais là, je suis très très bien. Recréé en 1972 pour la danseuse étoile Guylaine Tesmar, le tutu de la Sylphide a conquis depuis de nombreuses ballerines. Et tout particulièrement la danseuse étoile Elisabeth Platel. Parce que là, ça bouge pas autrement, là. C'est comme si on mettait rien à l'élastique. C'est sûr. Bon, ça y est. Super. Bon, ça te plaît, c'est principal. Il y a juste leur banza qui me plaît moins que l'autre. Il est évident que le personnage de la Sylphide, cet être irréel, Madame Taglioni et son vêtement construisent quelque chose de parfait. Et la renommée de ce ballet, qui était dans l'Europe entière, les écrits sur la Sylphide, on ne peut pas s'imaginer que c'est arrivé comme ça. Forcément, il y a eu un moment miraculeux, en fait, avec adéquation parfaite entre l'artiste, son rôle et physiquement l'impression qu'elle donnait.
C'est un moment de parfaite adéquation entre la mode, il faut bien en parler, la mode romantique et un type de spectacle. Et ça, c'est rare, ces moments-là, parce que très souvent, la littérature est en avance par rapport à la scène. C'est extrêmement rare ces moments où un mouvement littéraire et un mouvement de mode, un mouvement de pensée aussi, d'esthétique, correspond à un spectacle, comme avec la Sylphide ou plus tard comme avec Gisèle. La Sylphide est un fantôme qui revient sur Terre. On peut quand même se poser la question de savoir, mais comment est arrivée cette figure, comment est advenue cette figure de la Sylphide? Je crois qu'elle provient d'une cristallisation du blanc assez fantastique. Le blanc, c'est ce personnage de pureté qu'on n'ose pas toucher, là encore. C'est la fiancée qui est morte avant le jour des noces. Mais cette robe blanche, c'est pas seulement la pureté, c'est aussi le retour des lys, c'est aussi le retour de la royauté après l'intermède de l'Empire. Hein. On sait, dans les nombreux récits qui racontent le retour en France des Bourbons, on sait que des délégations entières de femmes vêtues de couleur blanche, de jeunes filles lâchant des vols de colombes, toujours le blanc, et puis le drapeau blanc, le drapeau à fleur de lys, le drapeau blanc, attendait la famille royale. Ça aussi, le blanc est là aussi. Pour ma part, j'y vois écho à la disparition du roi. Parce que lorsque le roi était au Temple, en 92, il était préoccupé, il disait « Mais n'a-t-on pas vu rôder une femme blanche autour du temple ?» On disait à l'époque que dès qu'un Bourbon disparaissait, un fantôme blanc de femme apparaissait. Sorti d'un tombeau, le tutu des origines semble être destiné à vêtir les spectres des créatures les plus virginales. Il est bien évident que le tutu comble aussi et apporte à l'imaginaire une figure importante. Hein. Combien de romans noirs où on ouvre le tombeau de cette jeune fille, où le jeune homme amoureux se précipite sur la tombe de sa bien-aimée, fait ouvrir le tombeau et recueille dans ses bras cette jeune fille vêtue de blanc. Combien d'images comme celle-là, morbides en fait, très morbides, dans la littérature du 19e siècle. Nous savons que Chateaubriand a assisté à la représentation de la Sylphide et il apparaît évident qu'il n'a pas pu ne pas reconnaître dans cette Sylphide sautant par la fenêtre son Atala, la renaissance, la résurrection de son Atala. Avec Marie Taglioni, c'est Atala qui sort de terre et qui va trouver dans le vestiaire de Taglioni tout ce qu'il faut pour s'avancer sur la scène. Et à partir de la Sylphide, là, ça a été le succès total. Ces fameux tutus ont influencé la mode. On s'est coiffé à la Sylphide. Il y a eu des savons Sylphide, des produits de beauté au nom de la Sylphide. Il y a même eu un journal de mode qui s'appelait La Sylphide. Et l'influence a été totale, non seulement en France, mais à travers toute l'Europe où Marie Taglioni a triomphé avec ce merveilleux tutu romantique et son talent considérable. La suprématie de la Taglioni dans le costume de la Sylphide fut de courte durée, car une nouvelle danseuse, nommée Fanny Hessler, allait bientôt rivaliser avec elle. Elle fut la première à s'approprier le tutu que Marie Taglioni avait fait naître. Le docteur Véron s'est dit qu'une seule danseuse, ça ne fait pas marcher les affaires suffisamment bien. Il va créer la concurrence avec Fanny Hessler, cette danseuse viennoise, qu'il fait entrer en scène. Ah, c'est une invention. Il va aller très loin, le docteur Véron, puisqu'il va aller carrément acheter des danseuses. Quand il va faire venir Fanny Hessler ou ces grandes danseuses de l'époque romantique à l'opéra, il les achète. Il n'y a pas d'autre terme. Il le raconte dans ses mémoires. Il fait venir la fille, il essaye de la séduire et par l'argent, il lui présente un plateau de bijoux. Et on voit bien que dans sa tête, il se dit ça, c'est autant de spectateurs ou d'abonnés en plus. C'est évident. Grâce aux artistes d'élection dont le docteur Véron s'entoure, le foyer de la danse de l'Opéra de Paris devient le lieu phare où se rassemble l'élite culturelle et sociale du temps.
Mais en 1841, l'Opéra de Paris avait perdu ses deux plus grandes ballerines. Marie Taglioni était partie en Russie et Fanny Hessler avait choisi l'Amérique. Leur absence ne laissera pas le public de l'Opéra de Paris inconsolable. Un nouveau personnage va s'imposer comme l'héroïne idéale du ballet romantique, une jeune paysanne nommée Gisèle. Devenue folle de désespoir par la trahison de l'homme qu'elle aime, Gisèle succombe et rejoint le royaume des Willis, fantômes des jeunes filles mortes avant leurs noces. Gisèle, Théophile Gautier évidemment, premier critique de danse et grand écrivain sur la danse, et en face de lui la dame de ses rêves, là aussi, celle qu'il a chantée sur tous les tons, Carlotta Grisi, et pour elle il écrit ce ballet, et il a probablement eu une grosse influence aussi sur la chorégraphie de ce ballet, avec cette construction en fait du ballet classique qui est une scène qui est bien sur terre, avec un raisonnement folklorique, et puis une scène qui se passe dans un royaume qui peut être celui de la mort, qui peut être celui du paradis, qui peut être celui d'un jardin lointain, celui des houris, qui est celui de créatures qui ne sont plus des femmes humaines, mais qui sont des ombres, des péris, des vilis, toutes ces créatures qui sont en fait l'essence de la femme sans en avoir la matérialité. Et là aussi, on voit bien ce refus des auteurs de l'époque romantique, ce refus de la chair, en fait. Gautier le dit à propos de Gisèle à Heine. Il explique le livret qu'il a tiré de l'histoire de Heine à propos de Gisèle, et il lui dit « Voilà la jolie morte dont nous avions besoin ». La production présentée actuellement par l'Opéra de Paris est l'œuvre d'Alexandre Benoît. C'est à Serge Diaghilev et à ses ballets russes que l'Opéra de Paris doit d'avoir retrouvé ce chef-d'œuvre mythique du ballet romantique.
En 1924, il marquait le retour du tutu long sur la scène de la danse. Pour Gisèle, on repart d'une version historique de ce ballet qui a été faite par Alexandre Benoît, qui était un costumier de Diaghilev. Et Alexandre Benoît a fait son second acte, c'est-à-dire l'acte des Willis, il l'a fait en tulle. Alors donc, actuellement, on repart toujours du tulle. Mais si vous prenez dans les documents de l'Opéra de Paris la maquette originale des Willis, c'est pas vraiment des tulles, ce sont des mousselines aussi, c'est des robes de mousseline avec des fleurs et des bouquets de fleurs sur les côtés. L'invention du ballet romantique va avoir des répercussions sur la mode de tous les jours. On se mariait, pendant l'Ancien Régime, on se mariait en couleurs. Chaque province avait des couleurs différentes. Or, dans les années qui vont être marquées par le succès du ballet romantique, plus les années avancent, plus les mariés s'épouseront en blanc. Je veux dire que la mariée, regardez comment sont nos mariées encore aujourd'hui, elle porte la couronne de fleurs d'oranger, le voile de tulle devant le visage, le tulle, la mousseline autour des épaules, l'organdi de la robe qui descend jusqu'aux pieds où il y a de petits escarpins blancs. Or, c'est exactement le vêtement de la danseuse romantique, le costume de la danseuse romantique, c'est-à-dire le costume de la jolie morte, comme dit Gautier à Heine à propos de Gisèle, et cela explique pourquoi nos mariés se trouvent à côté de leurs femmes en tenue de grand deuil. Venu le Second Empire, le tutu se pare des ailes diaprées d'un merveilleux papillon. Dessiné par Alfred Albert, ce costume est la vision que l'Opéra de Paris dédie à la ballerine Emma Livry en état d'apesanteur. Son talent fut si impressionnant qu'elle décida la grande Marie Taglioni à sortir de sa retraite et à devenir chorégraphe. Le papillon qu'elle crée pour elle sur une étincelante partition d'Offenbach connaît un triomphe. Mais Emma Livry était hélas promise à un destin tragique. Dans l'histoire du papillon, pour perdre ses ailes et pour redevenir une femme, elle brûlait ses ailes auprès d'une torche. Faisant fi des flammes qui la menacent, Emma Livry sera victime du désir de rendre son tutu le plus léger possible. Au cours d'une répétition d'un ouvrage qui s'appelait La Muette de Portici, elle a refusé que son tutu soit inifugé et malheureusement, avec l'apparition du gaz sur la scène de l'opéra pour éclairer, son tutu s'est enflammé, elle est morte dans des souffrances atroces. Et avec la disparition d'Emma Livry, le ballet romantique a disparu. C'était la dernière danseuse romantique française. À l'époque où Edgar Degas fait de la danseuse son sujet de prédilection, le ballet romantique s'éteint. Un nouveau personnage va s'imposer comme substitut de l'héroïne romantique, une poupée mécanique aux yeux d'émail nommée Coppelia. Créée le 25 mai 1870, Coppelia précède de quelques semaines l'effondrement du Second Empire, la défaite de Napoléon III et les tragiques événements de la Commune.
déjà, quand tu es là, tu dois être là. Lorsque triomphe le ballet de Coppelia, c'est un ballet qui puise dans le conte d'Hoffmann et qui pose une autre problématique du mouvement qui n'a plus rien à voir avec la rêverie fantomale romantique. Il n'y a plus de fantômes. Il y a là le rapport de la mécanique et du vivant, de la poupée et de l'animation. L'image de la femme et du mannequin est bigrement intéressante aussi. Par quelle aberration? Mais ça, on le retrouve beaucoup dans la littérature. Hein. La femme qu'on aime et qu'on vénère, et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est un mannequin au sens propre dans le ballet. Mais ça peut l'être au sens figuré dans combien de romans une nouvelle. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a ni cœur, ni cervelle, et qui est simplement quelque chose de joli, et on ne va pas plus loin. C'est le tutu de la poupée de Coppelia dans la version originale. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir à l'opéra la version originale qui avait été remontée par Pierre Lacotte. Et c'est un rôle Coppelia que j'ai beaucoup dansé et que j'aime particulièrement. Si on regarde bien, on va bien chercher le petit papillon qui est là. Parce que le thème dans le 19e siècle des ailes était toujours présent parce que c'était vraiment celui de la danseuse. Alors même s'il n'est pas omniprésent dans le thème de Coppelia et de Swanhilda, il est quand même sur le tutu de la poupée. Vas-y, là. Hey. En remontant Coppelia pour le ballet de l'Opéra national de Paris, Patrice Barre choisit de mettre en scène les fameux tutus Degas, contemporains de la création du ballet. Lorsqu'en 1876, Degas peint le chorégraphe Jules Perrault, créateur de Gisèle, en répétition dans le foyer de la danse de l'Opéra de Paris, il se fait l'écho d'un monde qui a cessé d'exister. Perrault s'est retiré depuis bien des années et les murs de l'admirable foyer de la danse, qui virent éclore les plus grandes ballerines de l'époque romantique, ne sont plus que cendres. L'incendie qui ravage totalement l'opéra de la rue Lepelletier en 1873 aura comme seul bénéfice d'accélérer l'achèvement du nouvel opéra, le Ballet Garnier, en construction depuis 12 ans. Le monde de la danse a subi de nombreuses métamorphoses. Le long tutu romantique disparaît pour laisser place à des tenues qui dévoilent davantage les jambes des danseuses. Bon, tu vois, il faudrait qu'on reparte de ces documents qui sont les photographies de la petite statue de Degas dans l'atelier de Degas. Oui. Donc ça, c'est l'original avec la façon dont elle était habillée. Tu sais ce qu'on va faire? On va essayer, comme là, on voit trois hauteurs. Oui. On va faire la même chose. On va faire un de 3 hauteurs et puis un tutu de la même hauteur. De la même hauteur. Hein, oui. On va en faire 2. Et puis quand on le présentera sur la statue, on verra ce qui est le plus agréable, enfin ce qui semble mieux. Lorsque Degas réalise la statuette de sa petite danseuse, le ballet connaît son heure de décadence. Emblème d'une époque où d'inavouables scandales entourent la vie des artistes, le tutu de la petite danseuse s'apprête à nous livrer de troublantes révélations.